Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un peu particulière parce que c'est une vidéo qu'on pourrait considérer comme une vidéo unroll. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les vidéos unroll sur Bookstagram et Booktube, ce sont des vidéos où l'on parle de livres que l'on n'a pas envie d'acheter, de livres parfois qui ont tourné sur les réseaux et qui ne nous font pas, nous personnellement, envie. Et bien évidemment que dans ma vie de lectrice, il y a plein de livres qui ne me font pas envie. Il y a plein de livres que je n'ai pas envie de lire pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que je connais l'auteur et je sais que ça ne va probablement pas me plaire. Ça peut être parce que j'ai pas l'impression d'être le public cible. Ça peut être parce que c'est des genres qui ne me plaisent pas. Ça peut être parce que le synopsis ne me fait tout simplement pas envie. Et pourtant il y a un livre dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, un livre qui a reçu vraiment des retours dithyrambiques qui a priori pourrait me plaire. C'est un livre de littérature contemporaine américaine, c'est un livre qui parle de rapports humains, c'est un livre qui parle de souffrance humaine, c'est un livre avec une grande diversité dans ses personnages. C'est un livre qui a beaucoup tourné sur le Bookstagram et le Booktube, d'abord américain puis francophone après sa traduction. Ce livre, c'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Alors, tout d'abord, c'est un livre qui a un petit peu tout pour me plaire. On suit différents personnages qui ont à peu près la trentaine lorsque le roman commence. On va parler de traumatisme, on va parler de relations, on va parler de plein de choses plutôt compliquées, plutôt difficiles. Et le but de cette vidéo, bien évidemment, ce ne sera pas de vous dire que vous n'avez pas le droit de lire ce livre, vous n'avez pas le droit d'aimer ce livre, mais ce livre, qui au début me faisait très envie, plus j'ai appris des choses sur le synopsis, sur la façon dont certaines thématiques sont traitées, et moi j'ai eu envie de le lire. Et mon problème principal avec cette œuvre, qui pourtant est un roman plutôt dense, c'est le nombre de thématiques extrêmement compliquées qu'il aborde en 800 pages. Donc là vous allez me dire, en 800 pages, pourtant on doit avoir largement le temps de parler d'un petit peu tout ce que l'on veut. Mais après m'être informée sur Une vie comme les autres, après avoir regardé des vidéos retour en anglais et en français, après avoir vu des entretiens avec l'autrice, je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est un livre notamment qui est connu pour faire pleurer les gens, vraiment pour leur donner un grand coup de poing dans le visage, et pour certaines personnes ça les fait limite sentir mal à la sortie de la lecture. C'est un livre qui va parler notamment de viol, de pédophilie, de trafic d'êtres humains, de violence conjugale, de manipulation émotionnelle, d'automutilation et de douleurs chroniques. Et lorsque je vois toutes ces thématiques, je ne peux pas m'empêcher de me poser certaines questions quant à la façon dont autant de choses peuvent être abordées en 800 pages. Et comme je l'ai dit avant, 800 pages cela paraît être plutôt long, mais finalement est-ce que chaque thématique ne mériterait-elle pas un seul roman de 800 pages? Et dans le cas d'Une vie comme les autres, j'ai assez l'impression qu'il va s'agir d'acharnement pratiquement contre un personnage en particulier. Et même si c'est une supposition bien évidemment parce que je ne l'ai pas lu, j'ai l'impression qu'on va voir la lente dégradation d'un personnage à qui il va arriver absolument toutes les horreurs du monde, et que ça va être un long roman de chute, et c'est pour ça que de nombreuses personnes le trouvent extrêmement dur et ressortent de cette lecture carrément un petit peu déprimées. Et de penser à ce roman et de penser à pourquoi cela ne me fait personnellement pas envie, c'est vrai que cela a fait ressortir quelque chose qui pour moi peut être problématique dans l'art en général, et il s'agit du voyeurisme. Et ce que je veux dire, c'est que je pense absolument que l'on peut parler de tout en littérature. Je n'ai absolument aucun problème avec des livres qui vont choisir d'aborder des thématiques extrêmement tabous telles que la pédophilie, telles que l'inceste. Tout ce que vous voulez, je pense, on peut en parler en littérature, mais la grande question c'est de savoir comment on en parle. Dans toutes les époques on trouve des romans qui parlent de choses absolument difficiles. On peut penser au suicide dans Madame Bovary. J'ai lu l'année dernière Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui est aussi considérée comme une lecture extrêmement dure. Et pourtant, Une vie comme les autres, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne m'attire pas vraiment. Plusieurs choses qui me font penser qu'il s'agit plus d'un grand zoo humain que d'une œuvre tout en finesse sur la souffrance humaine, sur les rapports humains. Et je serais intéressée de connaître les perspectives des personnes qui ont lu et apprécient cette œuvre, ou des personnes qui ont lu et qui ne l'ont pas aimée. Mais c'est vrai que j'ai vu plusieurs retours assez différents sur cette œuvre, et je me demande comment est-ce qu'on peut aborder tant de thématiques autant compliquées
en 600 pages et à quel point c'est réaliste et à quel point c'est approprié d'avoir un personnage qui subit absolument toutes les choses. Donc bien sûr, la littérature, vous me direz, n'a pas besoin d'être réaliste. Mais lorsqu'on parle de thématiques extrêmement délicates, et c'est une vidéo où je vais poser beaucoup plus de questions que je ne vais donner de réponses, c'est vrai qu'on peut réfléchir à la façon dont on le fait. Est-ce que par exemple on doit montrer une scène de viol dans les détails en littérature? Est-ce que tout doit être montré? Parce qu'après tout il y a des livres qui vont se vendre comme ayant des scènes de viol, des scènes de kidnapping, des scènes de séquestration très détaillées et très difficiles à lire. Et est-ce que c'est quelque chose qui finalement va seulement impacter le lecteur? Et puis je pense qu'en tant que lecteur et lectrice, lorsque l'on est confronté à une scène qui décrit quelque chose de très difficile, même si encore une fois ces scènes ont tout à fait leur mérite et tout doit pouvoir être abordé en littérature, mais en tant que lecteur et lectrice, je pense vraiment qu'on a un petit peu ce devoir de se poser la question de l'utilité de ces scènes, si on a notamment des scènes assez explicites. Qu'est-ce que ça amène à l'œuvre? Qu'est-ce que ça amène à la narration? Est-ce que c'est complètement gratuit? Est-ce que ça a un pouvoir dénonciateur important? Plein de choses auxquelles on doit réfléchir. Si je prends par exemple une scène de séquestration, quelque chose qui peut tout à fait arriver dans un roman de thriller, est-ce que ça va juste être là pour que moi en tant que lecteur j'aie peur, je me sente un petit peu attirée, à moitié dégoûtée, à moitié attirée? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez obscène, quelque chose qui joue beaucoup sur mes propres sentiments? Est-ce que ça m'amène une espèce de gratification personnelle qui n'est pas forcément des meilleures? Est-ce que ça peut être une représentation assez dommageable, puisque la représentation, la bonne représentation, ce n'est pas simplement des personnages racisés, des personnages femmes, des personnages queer qui existent, mais c'est également la façon dont ils sont traités. Donc si on prend par exemple un personnage, un psychopathe, un tueur en série qui serait une femme transgenre, je pense qu'on peut tous dire qu'il ne s'agit pas d'une représentation positive des personnes trans. Ou au contraire, est-ce que c'est une scène qui a un grand pouvoir dénonciateur? Est-ce que c'est une scène qui ne montre pas les choses gratuitement? Est-ce que c'est une scène qui garde une certaine décence, une certaine pudeur par rapport à certains événements traumatisants? Est-ce que c'est une scène qui montre également l'opinion de l'auteur ou de l'autrice, nous permet de nous faire avancer et réfléchir sur certains sujets de société? Et là je ne suis pas bien évidemment en train de faire la police de la représentation, la police de ce qui peut être écrit ou non, mais on a également le droit d'aborder de manière critique ces choses en littérature, de se demander avant de rentrer dans un roman qui parle d'énormément de choses très complexes, très délicates, si cette lecture potentielle va nous amener quelque chose de positif ou non. Et puis d'ailleurs on a le droit aussi de lire des choses problématiques, d'apprécier des choses problématiques. Encore une fois, on a le droit de critiquer des choses qui nous plaisent, on a le droit de reconnaître que des œuvres qu'on peut adorer ne sont pas parfaites sous différents angles, mais je pense que pour profiter d'une certaine lecture, on doit quand même se poser certaines questions liées à la représentation, à la narration et au traitement des personnages. Et c'est quelque chose qu'on retrouve au cinéma, il y a beaucoup de débats sur la représentation des scènes de viol notamment, ou sur le male gaze, c'est quelque chose que l'on retrouve même dans le tourisme avec les gens qui font ce qu'on appelle du tourisme de pauvreté, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les documentaires, le fait d'être trop dans le pathos, dans le misérabilisme, d'étaler la souffrance de certaines parties de la population. Je trouve vraiment qu'on pourrait avoir une réflexion sur quels sont les personnages qui souffrent. Par exemple, est-ce que c'est anodin si on représente la souffrance féminine d'une manière totalement explicite? Est-ce que c'est anodin si on représente la souffrance de personnages queer d'une manière relativement gratuite? Et je serais vraiment intéressée de connaître vos avis sur comment on représente les thématiques de la souffrance. J'avais un petit peu envie de partager ça sur YouTube avec vous pour savoir ce que vous en pensez et pour savoir si c'est moi qui suis complètement biaisée sur ce roman et que je devrais quand même lui donner une chance. Mais la réception de cette œuvre, elle me fait quand même réfléchir d'une façon plus large à ce que cela veut dire ressentir des choses lorsque l'on lit.
Alors la littérature peut nous procurer des émotions très fortes, ça je n'ai absolument aucun doute là-dessus, mais c'est vrai que c'est plutôt atténué quand même par rapport aux médias tels que les films ou tels que les vidéos ou même les jeux vidéo. La littérature c'est quelque chose qui demande plus de temps, c'est quelque chose qui demande plus d'efforts de la part du lecteur. Je pense qu'on a peut-être cette frustration en tant que lecteur de ne pas être assez pris par les tripes, vous m'excuserez mais c'est la meilleure expression que j'ai trouvée, mais de ne pas être assez pris par les tripes par la lecture, de ne pas suffisamment ressentir de choses très fortes. Et j'y pensais parce que je me suis rendu compte que en lisant La Recherche du temps perdu, je n'ai jamais pleuré. Et pourtant ça a été une expérience de lecture fabuleuse, ça a été une expérience de lecture qui m'a rendue très triste, qui m'a rendue très contemplative aussi, qui m'a fait réfléchir sur la mort, sur la renaissance, sur les rapports humains, l'incapacité qu'on a à communiquer également avec les autres. Et pourtant, je n'ai versé aucune larme. Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas pour autant apprécié ma lecture de La Recherche? Comment est-ce qu'on peut interpréter ce manque d'émotions externes? Et donc en parallèle, on a des personnes qui, je pense, cherchent ces émotions fortes en littérature, et ce sont des émotions que l'on peut retrouver à travers des romans très tragiques, comme par exemple Une vie comme les autres, ou à travers de la paralittérature, à travers du thriller, de la romance, de la fantaisie. Et lorsqu'on parle dans le cas du coup d'Une vie comme les autres, d'un personnage auquel on impose absolument plein d'événements complètement traumatisants sans que ce soit pour autant complètement réaliste ou complètement cohérent, mais que l'on sait que cela va déclencher des réactions très fortes chez le lecteur ou chez la lectrice parce que justement c'est difficile à lire, parce que c'est atroce et parce qu'on a cette part d'empathie en chacun d'entre nous. Cela peut poser des questions, notamment sur ce qu'on appelle bury the gaze trope, c'est-à-dire donc le système bury the gaze, enterrer vos gays littéralement. Le fait qu'en littérature et au cinéma, très souvent quand même les représentations LGBT, ça ne se termine pas très bien, ça se termine par du meurtre ou par du suicide. Donc est-ce que cette représentation, elle est toujours forcément bonne? Est-ce que cette représentation, elle amène un meilleur sort des personnes marginalisées? C'est toutes des questions qui font que je ne lirai pas, pour l'instant, Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Peut-être que vous allez me faire changer d'avis dans les commentaires. J'ai très hâte en tout cas d'avoir votre retour sur cette vidéo. Voilà, c'était pour cette vidéo sur un livre que je ne voulais pas lire, avec quelques pistes de réflexion par rapport à la représentation de la souffrance en littérature. Je m'excuse si ça n'a pas été une vidéo avec un fil conducteur extrêmement stable, mais certaines choses dont j'avais envie de parler dans un cadre littéraire ici sur YouTube. Jusqu'à la prochaine fois, j'espère que vous vous porterez bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye!